d'autres termes, est-ce que la Kabylie, comme le disait Tassadit Yassine, ça a été un espace d'ouverture et qui progressivement s'est trouvé placé en situation défensive? Camille, à cause du jardin. Oui, tout à fait, il me semble. D'abord, on a l'habitude aussi de parler des Kabylies plutôt que de la Kabylie. Et là, j'ai dit dans le je me suis explicité en disant que je ne prenais en compte par commodité que ce qu'on peut appeler la Kabylie du Jura, c'est-à-dire le massif kabyle, c'est ce massif qui est à 60 km d'Alger, sans compter les autres Kabylies qui sont davantage vers l'est, etc. Mais qui certainement, de toute façon, tout l'ensemble de l'Algérie a même constitué un ensemble berbérophone, et donc ça s'est uniquement rétréci à l'heure actuelle. Et je pense que c'est très important de montrer que il y a effectivement une culture très vivante et qui a eu toujours contact avec l'extérieur. Et vous disiez tout à l'heure Alger comme première ville souvent kabyle. Effectivement, il y a aussi toute une diaspora kabyle et qui dans l'immigration en France, dans l'immigration en France, jusqu'au Canada, jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Enfin, on retrouve partout des Kabyles porteurs de leur culture et actifs, y compris dans les médias. Je vois sur Internet, entre autres, au Canada, ils sont très actifs, à New York aussi, enfin, et à Chicago plus précisément. Enfin, et toujours portant la culture et en parlant. Et donc, elle est extrêmement vivante et elle n'est pas fermée du tout aux emprunts extérieurs parce que souvent, elle a emprunté, mais elle a emprunté en kabylisant, en le transformant et en les emprunts qu'elle faisait, elle les a naturalisés à sa manière. Ce que vous dites d'ailleurs dans l'introduction de votre dictionnaire, vous dites, je vous cite, la conscience de leur incontestable et forte identité n'exclut nullement l'adoption d'autres formes de culture venues de l'extérieur. Aussi, la culture kabyle a toujours manifesté une grande souplesse, elle n'a pas refusé les emprunts, que bien au contraire, elle a souvent absorbé en quelque sorte, kabylisé, en les transformant à sa façon, en leur emportant sa marque, ainsi ouverte au syncrétisme. C'est ce que vous dites dans l'introduction de ce dictionnaire. Youssef Alewi, comment vous définiriez-vous précisément cet espace kabyle? Écoutez, comme l'a dit Arsqi, je crois que la Kabylie se définit. Alors, moi personnellement, j'ai parcouru. Je pense connaître très très bien la Kabylie. Je l'ai parcouru en long, en large et en travers. Donc je connais aussi bien ce qu'on appelle colonialement la Grande Kabylie que les Petites Kabylies. Je suis tout à fait contre ces appellations. Je suis vraiment au regret de déplaire peut-être à Madame Camille Lacoste-Dujardin. Chacun sait que ce sont des appellations arbitraires, réifiantes, aliénantes, qui datent de 1871. Donc je reviendrai, si vous voulez, sur cet aspect historique. Maintenant, je suis content, je suis bien aise que vous ayez placé le débat. Ce débat-là, je dirais que vous ayez placé l'histoire au niveau de ce débat. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à vous, vous qui êtes un éminent historien, que j'apprendrai que l'évacuation des faits historiques empêche la juste compréhension des choses et des événements. Et je dirais même des hommes, puisqu'il s'agit ici du peuple berbère. Donc cette évacuation, je dirais, depuis des temps immémoriaux, les Berbères, en l'occurrence les Kabyles, sont évacués à la fois de leur histoire, de leur culture, de leur langue, et je reviendrai donc à ces frontières-là, je dirais kabyles ou kabylisantes. Il va de soi qu'aujourd'hui, si l'on veut effectivement, je dirais, cerner les frontières géographiques de la Kabylie, qui étaient avant immenses, puisque les anciens Kabyles parlaient de fédération kabyle, Famaouia. Famaouia, ça signifie la fédération, qui regroupait à l'époque, à peu près selon les anciens que j'ai questionnés, près de 500 arches. Donc aujourd'hui, on en est à peu près, il y a toujours les arches qui existent, on en est à peu près aujourd'hui à 300 arches qui existent encore. C'est-à-dire, quand je dis arches, c'est-à-dire confédération. Vous voyez ? Donc, je dirais que ces frontières-là, malheureusement... Pour les auditeurs, il faut préciser ce que ça veut dire arche, parce que c'est arche, c'est confédération, je l'ai dit. Oui. D'accord. Enfin, il y a d'autres appellations. Voilà, tribu, c'est vous. C'est la tribu pour être au plus proche peut-être. Au plus proche peut-être, mais je dirais que tribu, c'est un autre terme qui désigne, nous avons un autre terme en kabyle qui désigne tribu, c'est Adelwed. Donc vous voyez que... c'est confédération de tribus. Voilà, c'est confédération de tribus. Tout à fait. Donc il y a ça. Donc ce que, en fait, pour terminer rapidement, parce que je sais bien que le temps nous est compté,
Je veux dire par là qu'en kabyle, je citerai d'ailleurs quelque chose pour redéfinir un petit peu ce que j'appelle moi la Kabylie. J'entends encore, je répète que les termes petite Kabylie et grande Kabylie me chagrinent énormément. Je voudrais dire que lorsqu'on se réfère à la mythologie kabyle, dans un mythe qui s'appelle le maître des montagnes, Vavidurer, eh bien, quand les arches se sont regroupées autour de ce maître des montagnes, qu'entend-il? Qu'est-ce qu'ont entendu les chefs des arches? Ils ont entendu la chose suivante. Ils ont entendu « Ekuni uglidam Quran, am tesef zdishtra ». D'accord? Il faut traduire là. Parce oui, bien sûr. Aswadda, que le souverain suprême vous considère ou que vous soyez comme, évidemment, le chêne au gland doux. Chacun sait pourquoi la référence au chêne au gland doux. Voilà. Aswadda, c'est-à-dire ceux, évidemment, du Djurdjura, vous serez considérés comme la souche, et ceux du bas, c'est-à-dire ce que nous appelons évidemment la vallée de la Sommam et autres, vous serez considérés comme le fruit. Voilà exactement comment, je dirais, pour situer un petit peu l'histoire, en nous référant à ce que, je dirais, au texte, puisque nous parlons de la littérature orale, au texte kabyle, parce qu'il y a des textes qui sont historiques et qui sont inscrits dans la mythologie, dans la poésie, etc. Pardonnez-moi d'avoir été long. Non, tout à fait. C'est tout à fait important de définir cet espace, parce qu'on parle beaucoup des Kabylies, de la Kabylie, de la grande Kabylie, de la petite Kabylie. Effectivement, vous avez raison de revenir sur cette appellation qui date du grand soulèvement réprimé de 1871, donc qui est une appellation coloniale et qui est remise en question, notamment aujourd'hui par les Kabyles et par les intellectuels, les chercheurs, etc., qui cherchent à effacer, disons, cette frontière qui a été tracée. Alors Camille Lacoste-du-Jardin, sur cette précision-là. Et plus précisément, qui date de la période où on a des deux départements du Constine et d'Alger, qui a arbitrairement coupé la Kabylie, les Kabylies, disons, enfin ce que vous voulez, les Kabylies, la zone berbérophone qui parle Fakbaylit, hein, bon, en deux, à moitié, à l'ouest même de la vallée de la Soumam. C'est à l'ouest, ce qui est absolument extraordinaire. Bon, Alors on va marquer donc une première pause musicale avec une chanson de Jamal Alam qui va donc intervenir maintenant, et ensuite on reprendra cette conversation autour de la culture berbère et particulièrement la culture kabyle.
direct sur France Culture pour cette émission consacrée aujourd'hui à la culture berbère et particulièrement à la culture kabyle. Et on va reprendre cette conversation avec mes invités Camille Lacoste du Jardin, Tassadit Yassine, Areski Metref et Youssef Alioui qui a publié donc un ouvrage Énigmes et joutes oratoires de Kabylie. On reprend peut-être cette conversation à partir de l'oralité, à partir de la transmission d'un certain nombre, disons, de contes en particulier et d'énigmes. Et vous écrivez à propos justement de cette transmission dans votre ouvrage, je vous cite, dans toutes les formes de joutes oratoires, comme dans le jeu des énigmes traditionnelles, genre littéraire dont il est principalement ici question, il existe des règles et un code de conduite sans lesquels la littérature orale kabyle n'aurait pas eu tout son sens. L'atmosphère de ces soirées est indescriptible, serrés les uns contre les autres, les yeux brillants de bonheur, chacun écoute, sent et ressent, boit chaque parole prononcée parfois dans le noir ou à la seule lumière du foyer. Car le couvre-feu était de rigueur dès la tombée de la nuit, je pense que c'était pendant la guerre d'indépendance. Dès la tombée de la nuit et parfois même en pleine journée, chaque énigme est vécue comme un événement qui nous emmène dans un autre monde, celui de l'innocence et de la quiétude. Elle est attendue dans le silence et accueillie avec émotion. Avant de s'interroger donc sur la clé, on s'interroge sur les mots que contient l'énoncé de celle-ci. Donc cette interrogation que vous mentionnez, que vous explicitez dans votre ouvrage, c'est très intéressant d'ailleurs, toutes ces énigmes. On est là en plein dans ce qu'on appellerait la littérature orale, la transmission par la mémoire familiale, le cercle intime, privé de la famille. Est-ce que dans le fond, c'est un des reproches ou des interrogations qui est faite à la culture kabyle particulièrement, est-ce qu'il y a une domination, pourrait-on dire, de la culture orale sur l'écrit ? C'est sans conteste. Je crois que c'est ce que venait de dire Madame Camille Lacoste de Jardin, c'est qu'il est sans conteste que la littérature orale est d'une façon, je dirais, quand on a vécu en Kabylie, c'est totalement visible. C'est-à-dire, on ne peut pas se départir d'un proverbe quand on est avec quelqu'un. Aujourd'hui encore, quand on discute en kabyle, on ne peut pas s'empêcher de citer un proverbe qui est proche quelquefois d'une énigme, de faire référence à un conte, de faire référence à la mythologie, etc. Donc, si je veux revenir un instant, comme vous venez de le lire, sur les énigmes, si vous le permettez, alors chacun sait qu'est-ce que c'est que je dirais une énigme. Une énigme, c'est un jeu d'esprit qui consiste à faire deviner quelque chose au moyen d'une définition ou d'une description ambiguë. À partir de cette ambiguïté, la littérature orale kabyle, des énigmes, va beaucoup plus loin. Elle parle d'égarement, puisque nous désignons, il y a un terme générique, puisque j'ai cité une vingtaine de termes qui désignent en tout à travers toute la Kabylie les énigmes, mais il y a un terme générique qui désigne l'énigme, qui est Thamsa-Araqs. Thamsa-Araqs en kabyle, ça veut dire celle qui égare. Donc de l'ambiguïté, on passe à l'égarement. À partir de cet égarement, alors on va voir qu'il y a un certain nombre de stratagèmes linguistiques, morphosyntaxiques, on peut les analyser évidemment, qui sont vraiment, je dirais, scientifiques, d'accord, qu'on est loin de s'en douter que les anciens pouvaient utiliser ça dans une littérature orale, voyez. Donc à partir de ces égarements, qu'est-ce qu'on cherche en fait? Qu'est-ce que cherchent effectivement les Kabyles? Ils cherchent simplement à fixer le plus possible, à rendre pérenne leur tradition orale, puisque l'écrit, ils ne l'avaient pas. Alors Camille Lacoste du Jardin, justement dans votre dictionnaire, qui est très important, encore une fois, c'est une œuvre qui compte aujourd'hui dans la connaissance qu'on peut avoir de cette région très particulière, très singulière de l'Algérie, le dictionnaire donc de la culture berbère en Kabylie qui vient d'être publié donc aux éditions de la Découverte. Est-ce que vous diriez vous aussi qu'il y a une sorte de primauté de l'oralité sur la culture de l'écrit aujourd'hui en Kabylie? C'est très important parce que lorsqu'on aborde la culture berbère, et on le voit, kabyle, on voit aussi beaucoup de poètes, on voit beaucoup de musiciens en particulier qui existent dans cette forme culturelle. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette façon de regarder aujourd'hui ce territoire? Il y a eu une primauté jusqu'à aujourd'hui. Cela étant, d'une part, et ça a été porté aussi en grande partie par les femmes, qui elles... surtout. Et oui, et les femmes surtout, et les femmes qui n'avaient pas accès à la scolarisation, alors que les hommes y avaient parfois accès, et qui, par conséquent, conservaient entre elles tout ce savoir oral
et le transmettaient à leurs enfants, leurs garçons compris. Elles ont été certainement les agents de la pérennité de cette identité et de cette culture et de la transmission de sa valeur. Cela étant, à l'heure actuelle, les choses sont en train de changer. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'oralité a permis beaucoup de souplesse, ce qui fait que les Kabyles ont très bien su s'adapter toujours aux nouveaux moyens qu'ils pouvaient avoir de transmettre et de diffuser leur culture. C'est en prise perpétuelle avec une modernité technologique. Exactement. Et cela va jusqu'à la radio-télévision, à l'heure actuelle. Absolument. Et on voit l'utilisation d'ailleurs que font les Kabyles de la télévision à travers les chaînes parabolées, etc. C'est ça. Et en s'étendant aussi, par exemple, par Internet. C'est incroyable le nombre de cafés d'internautes qu'il peut y avoir en Kabylie. Et tout cela fait que, d'autre part aussi, même en littérature, il y a des transformations, comme par exemple par le moyen du chant. Et le chant a permis à la poésie de s'exprimer, voire Lounès Patou, par exemple. Alors je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 42 20 62 62 01 42 20 62 62 pour intervenir ou poser des questions à nos invités sur le thème d'aujourd'hui qui est celui de la culture berbère en Kabylie. Alors on va aborder un autre aspect qui est très important quand on discute de la Kabylie, et ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est bien sûr le caractère politique et frondeur, disons, de cette région. C'est très souvent, lorsqu'on parle de la Kabylie, on parle beaucoup de cela, et je cite là Reski Metref dans son ouvrage, il écrit la chose suivante: un siècle et demi et plusieurs révoltes plus tard, on en est presque toujours au même point. Le caractère frondeur, irréductible de la Kabylie, rétive aux dominations, son insoumission, un sens de la liberté forgé au cours des siècles, singulièrement tout cela paraît inacceptable au pouvoir algérien, issu d'un nationalisme inépuisable en réserve de légitimité jacobine et d'uniformisation au forceps arabo-islamique. Alors, Reski Metref, sur cette question de la dissidence, du refus, de l'uniformité, c'est un des traits quand même constitutifs de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets la culture kabyle. Oui, alors à propos d'énigmes, moi il y a une énigme historique qui se pose à l'analyse de la Kabylie, enfin de cette région d'Algérie, la Kabylie prise comme région d'Algérie, qui m'interroge sur la participation pionnière de la Kabylie à la lutte contre le colonialisme. Au mouvement nationaliste algérien. Au mouvement nationaliste algérien. Et il faut rappeler d'ailleurs rapidement les grandes figures quand même du nationalisme algérien qui ont été des Kabyles. Je citerai simplement rapidement pour mémoire Ammar Image, qui a été un des fondateurs de l'école nord-africaine avec Radjef Belkacem. Cité également bien sûr Krim Belkacem, cité aussi Naït Ahmed ou Amirouche, qui sont ou Aban Ramdan, qui sont les grandes figures du nationalisme politique algérien. Alors, l'énigme, c'est que comment cette région qui a fourni des éléments nationalistes extrêmement importants et s'est retrouvée après l'indépendance comme si elle n'avait absolument pas du tout participé à la lutte de libération, et et effectivement on s'aperçoit quand même que du point de vue identitaire, je dirais même d'une certaine stigmatisation identitaire entre guillemets, on s'est retrouvé exactement comme au temps où l'armée coloniale, où le général Domas parlait des Kabyles. Et alors l'interrogation, c'est pourquoi? Parce que ce qui est indéniable, c'est que c'est le rôle pionnier de la Kabylie dans le nationalisme algérien, à commencer par l'étoile nord-africaine, qui a été créée par les immigrés kabyles, Hadj Ali et Messali, qui n'était pas kabyle. Et Messali, mais enfin, c'est-à-dire que ça s'est appuyé quand même sur toute la communauté kabyle immigrée qui faisait 80% de l'immigration algérienne, qui continue à faire 80% de l'immigration algérienne. Alors, comment se fait-il que cette région a gardé à la fois ce potentiel nationaliste, mais en même temps ce sens de l'identité? Et moi, je dis que c'est parce qu'on l'a singularisé, c'est-à-dire qu'il y a un désir de singularisation
un désir de singularisation de la Kabylie que la Kabylie a fini par assumer et à renvoyer au reste de l'Algérie. Alors, comme vous parlez d'énigmes, mais on pourrait en mentionner une autre, c'est-à-dire que la plupart des Kabyles se sentent à la fois, bon, je pense que c'est pas trahir que de dire cela, sont profondément algériens, attachés à la nation algérienne, pour une grande partie d'entre eux, et en même temps extrêmement attachés à une identité singulière, et c'est ce qui forme aussi peut-être ce paradoxe, cette sorte d'ambivalence. Je crois que on peut retrouver des équivalents à travers le monde. C'est le sort des cultures minorisées, des identités minorisées. Je dis pas minoritaires, mais minorisées. Et c'est bien le cas de la Kabylie, hein. Parce qu'il faut quand même rappeler que la Kabylie n'est pas la seule région berbérophone de l'Algérie. Il y a d'autres régions, mais qui ont été davantage... Mais c'est peut-être la seule région où on trouve un taux aussi élevé de berbérophones monolingues. C'est-à-dire qu'ils ne parlent aucune autre langue. Dans les autres zones berbérophones, y compris chez les Touaregs, l'arabe est passé, disons, comme seconde langue. C'est-à-dire qu'ils ont... alors qu'en Kabylie, malgré l'invasion française, arabe, etc., il est resté... Ottoman, évidemment, il est resté un taux de berbérophones monolingues extrêmement élevé. Et je voudrais revenir rapidement à cette histoire de transmission. Et on observe quand même que depuis 2500 ans, 2 millénaires et demi, la langue berbère se transmet par l'oralité, en transmettant tout un univers, une cosmogonie mais ça n'empêche pas les berbères d'écrire, mais simplement ils ont toujours écrit dans la langue des autres. Depuis Apulé qui a écrit le premier roman de l'histoire de la littérature en latin, Apulé qui était un berbère de Mador, de l'actuel Mdaouresh, dans le sud de l'Algérie vers la Tunisie, en passant par Saint-Augustin. Qui a écrit en latin, en passant par Ibn Khaldoun, qui a écrit en arabe, sans compter tous les auteurs qui ont écrit en français. En français, bien entendu, les grands écrivains. Voilà, donc il y a aussi cette possibilité qu'ont eu les Berbères de prendre ce qui les a dans le contact avec d'autres cultures, tout en gardant cette espèce de culture spécifique qui se transmettait, qui continue à se transmettre. Mais peut-être qu'aujourd'hui on arrive à un moment crucial de cette transmission. Alors on a Nadia au téléphone avec nous, Nadia, bonjour. Bonjour à tous, l'assistance. Oui, allez-y. Voilà, donc moi, il serait un peu long d'expliquer le pourquoi de mes propos, mais je sens que je ne suis pas du tout optimiste en ce qui concerne l'avenir de l'Algérie et de la Kabylie, et je me dis, est-ce qu'il n'est pas urgent actuellement, plutôt que de souligner indéfiniment la singularité de l'Algérie, d'essayer de rapprocher les Algériens entre eux, parce qu'à mon avis, la survie de l'Algérie dépend de la survie de la Kabylie, et l'une et l'autre ont besoin de s'unir. Voilà, vraiment, C'est une très très bonne question, une très bonne réflexion. Et puis, je voulais poser aussi une question à l'un des invités à propos de l'écrivain romain qui a écrit c'est sur les guerres puniques. Il a écrit sur Jugurtha. Je voulais savoir si il est berbère, je crois. Il était berbère plutôt. Voilà. Est-ce qu'il était berbère ou romain à 100%? C'est ce que je voulais savoir. C'est une question très savante, évidemment, qu'on va poser à nos invités, mais je voudrais revenir sur la première partie de votre question, sur le rapport qui existe entre la construction de l'identité nationale en Algérie, disons au sens large, et la singularité berbère. Camille Lacoste-Dujardin. Bon, c'est une longue histoire, et cela date, je crois, en grande partie des rapports que les Kabyles ont entretenus pendant la guerre d'indépendance, avec des revendications et des options politiques qui n'étaient pas celles qui ont suivi une fois à la paix. Et que malgré que la Kabylie est constituée, la Wilaya 3 constituait, comme vous le savez, un bastion très important avec
où les combats ont été extrêmement forts pendant la guerre, pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'indépendance, les Kabyles n'ont pas réussi à faire entendre leur voix dans le sens d'un gouvernement qui ne soit pas un gouvernement uniquement avec un gouvernement à deux partis uniques. Bien sûr. Alors sur ce rapport, disons, entre le nationalisme politique algérien, la guerre d'indépendance algérienne et le particularisme kabyle, qui s'est manifesté d'ailleurs dès l'indépendance de l'Algérie en 1963 avec le soulèvement et la construction du Front des Forces Socialistes, le FFS, qui est dirigé par Hosina et Ahmed. Youssef Alewi. Bien. En ce qui concerne cette question, je crois que les Kabyles ont été victimes, je dirais, d'un certain don de soi. C'est-à-dire, ils se sont tellement donnés pour cette Algérie. N'oublions pas qu'il y a un terme kabyle qui désigne l'Algérie et l'Zaïr Entafet, c'est-à-dire l'Algérie des Lumières. Et cette Algérie de lumière qu'attendaient les Kabyles, ils ne l'ont jamais perçue. C'est-à-dire que quand ce à quoi fait Madame Camille Lacoste du Jardin, c'est qu'il faut savoir quand même qu'en Kabylie, jusqu'à ce jour, vous avez des tribus qui ont été rasées, qui ont été brûlées. Il y a des Kabyles qui ont été cantonnés dans des camps de concentration qu'on a appelés pudiquement des camps de transit. Je dirais ce dont ma famille a fait partie, par exemple dans la vallée de la Soumam, après le congrès de la Soumam, par mesure de rétorsion, par exemple. Dans les années 56, 57, exactement, 58, c'est-à-dire par mesure de rétorsion. Oui, bien sûr. Aouzelagen, qui est mon arche, eh bien, tous les arches, puisque le Aouzelagen était divisé en deux parties, c'est-à-dire Aouzelagen ou Flar, c'est-à-dire les tribus, si vous voulez, du Djurdjura et celle de la vallée de la Soumam, toutes les tribus du Djurdjura ont été détruites. Les villages ont été rasés et incendiés et les gens étaient regroupés. C'est ce qu'on appelait la politique de la zone interdite. Absolument. Après, la montagne était devenue zone interdite. Maintenant, effectivement, qu'aujourd'hui, les Kabyles se rendent compte qu'ils sont étrangers dans leur propre pays, comme dit le proverbe. Il va de soi que c'est suite à ce constat. C'est-à-dire, il y a eu tellement de sacrifices. Je crois que quelque part, Jean Amrouche avait écrit quelque chose comme ça à propos des Kabyles. Il disait que les Kabyles ont subi tellement de souffrances de la part des envahisseurs que les générations futures, si elles venaient à se pencher sur ces souffrances, elles trembleraient de peur et d'effroi. Alors justement, sur ce problème du rapport entre identité singulière et appartenance à la nation algérienne, Areski Metref. Alors moi, je vais raconter une petite anecdote que quelqu'un m'a pendant mon reportage là que j'ai fait en décembre en Kabylie dans un village, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit: comment tu vis ta kabilité, si c'est une situation, disons, comment tu la vis dans le cadre de l'arabisation, etc. Il me dit, c'est un jeune qui travaillait à Alger, mais qui revenait tous les week-ends. Il me dit, je ne comprends pas pourquoi quand j'ai des amis, quand je leur demande d'où ils sont, ils me disent, je suis d'Oran. Ils me donnent une information, ils sont d'Oran, ils sont fiers de l'être. Mais moi, dès que je dis je suis kabyle, on me soupçonne tout de suite de sécessionnisme. C'est-à-dire le fait même d'énoncer l'appartenance géographique, et je crois qu'il y a un profond problème là-dedans. Je veux dire, est-ce que ça tient à la conception de la nation algérienne? Moi, je crois à la nature du nationalisme algérien. Parce que la question de l'identité nationale, si on peut appeler ça comme ça, qui se définirait comme une espèce de socle fait de tous les apports, de toutes les strates d'apports historiques, de toutes les cultures, etc., qui sont passées par ce pays, n'est pas respectée, si j'ose dire, cette espèce de contrat. Et il y a une culture, une identité qui domine les autres au prix de la dépersonnalisation. Et ça, c'est intolérable. Comment on va dire à une vieille femme kabyle qui ne parle que kabyle, tu n'es pas algérienne parce que tu ne parles pas l'arabe?
C'est pas possible, je veux dire. C'est nier toute l'histoire et je crois qu'il y a un problème. Le nationalisme algérien a été une idéologie de libération qui était, reprendre la souveraineté, tout simplement. Voilà, reprendre la souveraineté qui n'avait pas défini, qui a été l'objet d'une lutte incessante depuis le début entre un nationalisme, disons, qui tienne en compte, qui aille vers la nation algérienne, une Algérie algérienne, et un autre courant qui est dominant, qui était celui d'arrimer l'Algérie à l'ère arabo-islamique qui a gagné. Et voilà, on est en train de payer peut-être cette négation. Youssef Al-Lewissi, qui veut apporter une précision sur cette question. Une précision, c'est simplement pour rebondir sur l'anecdote d'Arskir. Il m'est arrivé dans les années, c'était en 75 exactement, j'ai accompagné l'une de mes tantes qui avait une affaire au tribunal. Bien, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante, de traduire en arabe un juge qui était kabyle, et ce juge-là qui était kabyle était obligé de parler en arabe. Vous imaginez un petit peu dans quel pays où nous sommes? Et ça, c'est en Kabylie. Et c'est en Algérie que cela se passe. Bien sûr. Donc, dire ce qu'a dit justement tout à l'heure Arskri, je rebondis justement sur ses propos, nous sommes à peu de choses près, depuis l'indépendance, dans la même situation que celle que nous vivions pendant la colonisation. Effectivement, le credo étant le même, pendant la colonisation... Vous ne pensez pas qu'en ayant, par exemple, je vous arrête là, en ayant ce type de propos très radical, dans le fond, on est resté dans le même temps que la colonisation, vous ne prêtez pas le flanc en disant aux accusations qui peuvent être portées sur les revendications culturelles, berbères. Mais je crois que, parce qu'on n'est pas quand même dans le temps de la colonisation. Est-ce que l'histoire est la science des faits? N'est-ce pas? Donc on est obligé... Oui, mais l'Algérie est devenue un État souverain. L'Algérie est devenue un État souverain. Qu'est-ce que demandent les Kabyles? Ils demandent une place aussi bien que les Oranais, que les Beaunois, que les Sahariens, que toutes les autres, je dirais, régions. C'est tout ce qu'ils demandent. C'est-à-dire, il faut savoir, encore une fois, c'est que l'Algérie sont épidermiquement attachés à l'Algérie. Bien sûr. Vous voyez, ça c'est tout le problème de l'articulation. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache que lorsque un Kabyle dit l'Algérie des Lumières, il lui accorde évidemment quelque chose que vous avez cité tout à l'heure dans votre article, un enracinement que seul un autochtone, Etmourth. Il faut savoir que les Kabyles se désignent comme des autochtones et qu'en tant que tels, ils sont enracinés dans cette terre. Il faudrait qu'on leur accorde au moins le droit de vivre tranquillement avec leur langue, leur culture, leur histoire, sur cette terre qui est la leur aussi. Alors on reçoit beaucoup de coups de téléphone au standard justement sur cette question-là. C'est-à-dire le rapport entre la culture berbère et la relation au pouvoir central. Alors on a au téléphone, je crois, David au téléphone. Allô? Absolument, oui. Bon. Oui, allez-y, rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Là, je comprends. Donc ma question va être simple et rapide. Par rapport à ce qu'on a appelé l'événement, le Printemps Noir, j'aimerais savoir... De 2001, donc. Oui, tout à fait. Si le pouvoir central a pris réellement conscience que les Kabyles existaient, ou alors ça a été un événement comme ça, lié simplement à l'histoire. Alors il faut rappeler quand même les circonstances de ce qu'on a appelé le Printemps Noir en Kabylie, c'est-à-dire l'assassinat d'un jeune dans un commissariat qui avait pour nom Massinissa et qui a provoqué une insurrection, disons-le, en Kabylie et qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors Areski Metref. Je pense que le pouvoir algérien avait conscience quand même de l'importance du problème, qui était un autre épisode dans la crise de la Kabylie qui existe depuis longtemps. Il faut quand même le rappeler, y compris à l'époque de la chape du parti unique. Il faut rappeler le printemps berbère de 1980. Il faut rappeler quand même le printemps berbère de 1980. Mais je crois qu'encore une fois, ce qui a été recherché, c'est moins de trouver une solution par le dialogue que par la répression, ce qui fait que on est encore dans le printemps noir, je veux dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore sorti de cette période, mais il est évident que il y a une volonté délibérée et complètement inexplicable d'un point de vue rationnel de ne pas résoudre ce problème de la Kabylie.
Alors, on a un autre auditeur au téléphone qui est Saïd. Saïd, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allez-y rapidement, on a beaucoup d'appels. Oui, je voulais juste dire faire une proposition et juste savoir ce que vos invités en pensent. Moi, je voulais dire qu'il y a une différence entre identité et culture kabyle et identité et culture berbère. En savoir que l'une englobe l'autre. Ça veut dire la culture et l'identité berbère englobe la culture et l'identité kabyle. À savoir que la Kabylie, c'est une région un peu particulière, bien sûr, qui a sa culture, qui a ses spécificités, mais c'est uniquement une région. Et la culture berbère englobe la culture kabyle. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je voulais savoir ce que pensent vos invités du mot arabe en Algérie. Qu'est-ce que cela veut dire? À mon avis, il ne veut pas dire ce que l'on veut bien lui faire dire ici en Europe, aussi bien qu'en Algérie, à savoir une sorte Attendez, là, vous posez la question, les invités vont répondre. Si vous apportez directement la réponse... Non, c'est pas ça. Je dis, c'est une proposition en quelque sorte, et je voulais savoir ce qu'ils en pensent. Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. À mon sens, c'est une exception. C'est pas une exception ethnique, mais uniquement une exception politique, penchant et de choix. Et si quelqu'un veut savoir comment on devient arabe en Algérie, qu'il fasse un tour à Tizi Ouzou. Il y a un laboratoire à ciel ouvert où on a inventé une façon d'être arabe à Tizi Ouzou. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saïd. Alors, Madame Lacoste du Jardin, sur cette question du rapport entre identité berbère et identité kabyle. Il est certain que les Berbères étaient les plus anciens autochtones de l'Afrique du Nord, et depuis les Gouanges, les Canaries, jusqu'à l'Oasis de Siwa à l'est, à la frontière égypto-libyenne, entre l'Égypte et la Libye, et puis au nord, depuis la Méditerranée, au nord jusqu'au sud, au Sahel, saharo-nigérien. Et après les différentes invasions qui se sont étendues sur l'ensemble de l'Afrique du Nord, eh bien, les berbérophones ont été amenés à ne pouvoir parler librement leur langue berbère que dans les montagnes. Mais aussi on continuait à le parler dans les villes où ils continuaient à aller. On dit d'ailleurs que Alger a été construit par des maçons kabyles. Mais ces langues, donc cette langue est une langue unique, effectivement, berbère, et que l'on se plaît aujourd'hui à appeler la langue tamazirt, ou la langue des Imaziren, c'est-à-dire des hommes libres, en empruntant ce terme aux Touaregs qui, eux, désignent par Imaziren leurs nobles par opposition aux Noirs. Alors on va marquer donc une seconde pause avec cette fois-ci une figure emblématique de la Kabylie, et pas simplement de la Kabylie mais de toute l'Algérie, qui est un chanteur qui a été assassiné, c'est Mahatou Blounès.
la dernière partie de cette émission consacrée aujourd'hui à la culture de Kabylie. Nous allons donc terminer cette émission en posant un certain nombre de questions sur notamment les revendications à la fois culturelles et politiques du mouvement berbère, du mouvement culturel berbère. Dans le fond, ces revendications telles qu'elles s'expriment aujourd'hui en Kabylie principalement, est-ce que ce n'est pas un indice de dysfonctionnement de toute la société dans le fond algérienne ? Peut-être sortir de cette sorte de ghettoisation politique pour étendre cette revendication démocratique à l'ensemble de l'Algérie. Arès Kimétré. Oui, alors ça je pense qu'il faut vraiment le dire parce que on a tendance à ne voir de la revendication berbère que l'aspect radical la revendication berbère. D'abord, il faut dire que le spectre berbère, si j'ose dire, est très large et que les revendications sont très graduées. Mais pour l'essentiel, les différents courants de la revendication berbère sont pour la démocratie en Algérie. Il faut le dire, c'est-à-dire pour un fonctionnement démocratique, une représentativité de la classe politique par rapport aux aspirations de la société, qu'on puisse voir dans la représentation politique, le pluralisme sociologique, culturel, identitaire, etc., qui existe en Algérie. Et effectivement, le refus de ces revendications est un acte d'abord antidémocratique, je veux dire, avant même d'être... le refus par le pouvoir algérien. Par le pouvoir algérien d'écouter cette évolution indispensable à la survie de l'Algérie en tant que nation qui s'est construite avec cette histoire-là. Donc effectivement, c'est plus qu'un dysfonctionnement. J'allais presque dire, c'est une erreur de fabrication ou quelque chose comme ça qui doit être absolument corrigée. Sinon, nous ne pouvons pas tenir. Alors justement, vous évoquez ce problème de demande de revendication politique à l'échelle de l'ensemble de la société algérienne. Simplement mentionner le fait que mardi 14 juin à 18h, devant la rue de Lisbonne, donc le collectif pour la liberté de la presse appelle, je crois, à un rassemblement donc pour la libération des journalistes emprisonnés ou victimes de fortes amendes aujourd'hui en Algérie. Reste qui mettrait. Oui, absolument. On sait que le 14 juin, c'est le premier anniversaire, enfin c'est la commémoration de cette première année d'incarcération de Mohamed Benchikou. Et à ce jour, on a à peu près 200 plaintes, une centaine de procès en instruction. Qui touchent des journaux comme bien sûr les journalistes du matin. Le Soir d'Algérie, El Watan, etc. Je prends deux exemples. Le directeur du Soir d'Algérie a 50 procès. Tous les mardis, il sera au tribunal d'Alger. Il sait même pas pourquoi il y va. Mohamed Benchikou, qui est en prison, est sorti, je crois, 24 fois en 3 mois. On l'a extrait de sa cellule pour d'autres procès. Donc ça devient insupportable. Ça devient insupportable et c'est pour dire libération des journalistes emprisonnés et surtout dépénalisation des délits de presse que ce rassemblement va avoir lieu. Alors on voit bien à travers cette discussion dans cette émission que ces revendications entre guillemets kabyles font appel en fait à l'ensemble, disons, des revendications démocratiques qui touchent la société algérienne dans son ensemble. Et on ne peut pas, je crois, ne pas terminer en abordant le problème de cette fameuse crispation identitaire. Donc on reproche beaucoup aux Kabyles d'être dans une sorte de dynamique de crispation identitaire, de sorte de ghettoisation. Est-ce que vous partagez, disons, ces stéréotypes, ces points de vue, ces soupçons qui existent à l'encontre aujourd'hui des Kabyles? Youssef Alioui. Si crispation il y a, je pense qu'elle est voulue. Elle est voulue par le gouvernement algérien. C'est-à-dire, comment on obtient une crispation? C'est pas tout ce que vient de dire Al-Sqir, c'est par l'instrumentalisation de la Kabylie. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que à chaque fois qu'il y a des remous au niveau politique, je parle au niveau gouvernemental en Algérie, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'instrumentaliser à outrance la Kabylie, on le sait très bien. On a largué des armes quand il y a eu des problèmes à la mort de Boumedienne, et ainsi de suite. On n'arrête pas. Je dirais même que le printemps noir dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, c'est aussi, je dirais, des remous politiques qui se passent au niveau gouvernemental. Et à chaque fois, la Kabylie sert en quelque sorte de bouc émissaire. Mais ce n'est pas les Kabyles en eux-mêmes qui se crispent, c'est qu'on provoque cette crispation, il me semble.
Alors, on va terminer cette émission en signalant quelques ouvrages qui sont sortis récemment sur la Kabylie, quelques initiatives aussi. Il y en a beaucoup d'ouvrages qui sont sortis. Je signalerai de Maxime Aït-Kaki de la question berbère au dilemme kabyle à l'aube du XXe siècle. Là, l'auteur veut situer la question berbère comme une sorte d'enjeu de géopolitique majeur qui place les États d'Afrique du Nord devant des choix très importants en matière d'identité, de culture ou de démocratie politique. Signaler également un ouvrage très intéressant, Trois femmes kabyles, histoire d'une relation entre la France et l'Algérie, où l'auteur Ourdia Mougno a mené, disons, avec sa mère et sa grand-mère maternelle, une série d'entretiens. Et ces récits peuvent être perçus comme des témoignages de générations de femmes qui s'expriment autour de leur famille, de l'exil, de l'Algérie, de leur enracinement en France. C'est un livre très important, intéressant aussi et qui situe bien la problématique de l'identité berbère. Signaler bien sûr l'ensemble des ouvrages de Salem Chaker, que nous avions déjà invité ici à cette émission pour parler des berbères qui sans cesse, disons, réédite notamment son ouvrage Berbère aujourd'hui aux éditions L'Harmattan. De Houria Kadra, une biographie de Jugurtha qui est parue aux éditions Arléa. Jugurtha qui est dans le panthéon de la culture berbère comme un des grands résistants, une figure emblématique. Signaler aussi la publication, la revue Awal, qui est la revue dirigée par Tassadit Yassine, qui a participé à notre émission et qui est consacrée, cette revue Awal, à Jean Amrouche. La revue Awal qui est publiée par la Maison des Sciences de l'Homme. Et puis également signaler la tenue d'un colloque sur Mahatou Blounès à la Sorbonne samedi prochain. Signalons enfin, bien sûr, la publication de la revue Actualité et Culture Berbère, qui est la revue principale, disons-le, qui maintient le lien entre l'ensemble des Berbères. Et ce numéro très intéressant est consacré à la laïcité, avec ce titre, La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Et puis enfin, parler du film de fiction Nuit Noire, qui est diffusé sur Canal+ en ce moment même. Rappelons simplement que Nuit Noire, c'est évidemment l'histoire de la nuit tragique du 17 octobre 1961. Et il y aura une diffusion les mardis 14 juin à 15h45, vendredi 17 juin à 14h.